Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Gros vidéo aujourd'hui en deux parties de 30 minutes. J'ai eu la chance de faire une super belle entrevue, entretien, rencontre, appelez ça comme vous voulez, avec Alexandre Gauthier, le chef cultivateur d'Origine Nature, le master grower si vous voulez, le cultivateur dans le fond qui s'occupe de faire le cerise sur le fondé de Fleur de Lys, un weed qui est très apprécié au Québec. On va parler un peu de son parcours, comment il est devenu master grower, sa philosophie en tant que chef cultivateur. Puis après, on va aussi répondre à plusieurs questions pour le cultivateur amateur à la maison ou le consommateur également. Donc j'espère que vous allez apprécier cette vidéo-là. C'est un peu plus long que ce que je fais d'habitude, ça demande quand même beaucoup de temps de préparation, donc merci beaucoup à tous ceux qui soutiennent mon contenu, ma chaîne, soit en allant visiter mes sponsors qui sont dans la description en achetant des produits à gauche à droite, ou qui viennent sur Twitch, s'abonner à ma chaîne, participer, contribuer quand on fait ce live. Je vous invite particulièrement à le faire, vous allez voir aussi ça a été fait live sur Twitch, vous allez pouvoir regarder le chat Twitch qui pose des questions, j'en attrape par-ci par-là pour les intégrer dans l'entrevue. Bref, n'hésitez pas à nous rejoindre, je stream du mardi au dimanche à 4h20 au Québec, 16h20 en après-midi, 22h20 pour les euros. N'hésitez vraiment pas à passer. J'espère que vous appréciez la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, partagez-le aussi. N'hésitez pas à le poster sur vos réseaux sociaux si vous aimez ce que je fais. Puis ben voilà, bonne entrevue. On se retrouve ce soir avec Alexandre Gauthier, Master Grower ou en français chef cultivateur de chez Origine Nature. Merci d'être là premièrement Alexandre. Bonsoir à toi. Bonsoir, merci beaucoup de m'accueillir. Ça fait vraiment plaisir d'être sur ta chaîne. Excellent. Ce soir, ça va être une espèce d'entretien qu'on fait. On est live sur Twitch. Je vais vous faire un montage pour YouTube aussi, peut-être couper les temps morts ou des choses comme ça s'il y en a. On va le diviser un petit peu en trois temps. J'ai déjà parlé avec Alexandre hier. Je pense que ça va être une présentation au début de son parcours, qui il est. Après ça, comment il est devenu vraiment cultivateur en chef, cultivateur de cannabis, qu'est-ce qui l'a mené à faire ça comme métier. Puis à la fin de l'espèce d'entretien, on va se permettre une période de questions. Je vais prendre les questions du chat. J'ai des questions aussi qui m'ont déjà été envoyées. Fait que pour commencer, Alexandre, est-ce que je peux te laisser te présenter? Je te laisse le micro si tu veux ou détailler, Absolument. voilà. Donc moi, je suis ce qu'on appelle un legacy grower. J'ai un peu plus de 15 ans d'expérience dans le domaine. Disons que dès que j'avais 16 ans, mon aspiration, c'était devenir master grower. C'est toujours quelque chose qui m'a passionné. J'ai fait mes débuts en Europe. Donc je suis né au Québec. J'ai déménagé en France. J'ai la double nationalité, donc j'ai fait mes débuts là. J'ai beaucoup travaillé dans le coin d'Amsterdam. J'avais des amis avec qui appartenaient à un coffee shop. Donc, j'ai commencé là. Éventuellement, dû aux lois, etc., j'ai préféré rentrer au Canada. Et au Canada, donc, on avait les permis médicaux depuis 2001, donc les ACMPR. À ce point-là, j'ai décidé de me spécialiser dans aider des cas médicaux. Donc, je trouvais beaucoup, j'ai rencontré énormément de grands blessés, grands brûlés, etc., que ce soit du domaine de la construction ou autre, et je les aidais à aller chercher leur licence médicale pour ensuite leur apprendre comment cultiver pour subvenir à leurs propres besoins en cannabis. Éventuellement, la légalisation est arrivée. Moi, j'ai commencé dans la grande industrie canadienne pré-légalisation récréationnelle, donc à l'époque où il y avait juste quelques licences au Canada avec quelques compagnies. Donc, j'ai fait beaucoup de médical. Suite à ça, j'ai fait le tour pas mal de quelques compagnies, je dirais. J'ai été énormément présent dans l'industrie. J'ai commencé en tant que grower. C'est là que j'ai vraiment j'ai rencontré énormément de gens, j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont été des mentors pour moi aussi. J'ai beaucoup appris. J'ai eu la chance d'être engagé ensuite comme maître cultivateur dans une autre compagnie. Donc ensuite, mon parcours m'a amené à me rendre à Origine Nature pour être maître cultivateur aussi. Et Origine Nature, ça a vraiment été un coup de cœur pour moi, que ce soit l'équipe en tant que telle, la vision, notre cultivation, notre passion, majoritairement l'équipe, je dirais, mais un énorme coup de cœur. Et c'est pas mal là que je suis présentement. Et c'est ça. OK. Est-ce que je peux te permettre, si tu peux répondre, bien sûr, il y a peut-être ce soir, je vous préviens d'avance à ceux qui écoutent l'entrevue sur YouTube en rediffusion, j'en ai parlé à mon chat Twitch, mais il y a des questions qui pourra peut-être pas répondre. On a des lois au Canada qui permettent pas de faire de la promotion au niveau des compagnies
etc., etc. Fait que soyez assurés que si il peut pas répondre, ben je lui laisse le droit de pas répondre. Donc voilà. Est-ce que tu peux te détailler, ce serait quoi le terme legacy grower? Mais ben, legacy, comme dit en traduction, c'est héritage. Donc, on a un certain héritage, mais c'est à peu près aussi loin que, comme dit, dans l'héritage, c'est que j'étais déjà présent dans les ACMPR. J'ai déjà travaillé, comme dit, dans tout ce qui était le supply et les coffee shops. Donc, on vient un peu d'une autre époque pré-légalisation. La légalisation canadienne, c'est vraiment la vraie première légalisation. On peut pas la comparer à aucune autre, que ce soit le Portugal ou les États-Unis, ce qui s'est passé en Californie. C'est pas du tout du même calibre. Donc, c'est vraiment là, en 2017, que la barre a été coupée pour la première vraie légalisation mondiale. Est-ce que c'est touchy de te demander comment tu as vraiment commencé, là, vraiment les premiers plans que tu avais fait, ta première expérience? Parce que je te vois qu'il y a beaucoup de viewers de mon chat qui savent ce qu'ils font présentement ou ils l'ont déjà fait. Mais juste, qu'est-ce qui a, le début de ta passion pour la plante puis le grow en général? Ben, ça a vraiment été, comme dit, l'effet médical en tant que tel. C'est une plante, ça pousse naturellement, il n'y a pas de transformation avec d'autres produits ou etc. Donc, comme dit, ça fait aussi partie de l'équipe d'Origine Nature dans le sens qu'on est plusieurs qui ont eu des expériences médicales, qu'on a vu le bienfait que ça pouvait faire à plusieurs personnes, que ce soit des cancers en phase terminale, que ce soit d'autres douleurs chroniques, la grosse différence comparée à, disons, des médicaments comme de la morphine ou autre. Et c'est vraiment là qu'une réalisation, comme dit, que pour moi, c'était là que c'était le futur. C'est comme ça qu'on pouvait aider les gens. C'est comme ça qu'on pouvait avoir un meilleur avenir planétaire, que ce soit dans le sens que le cannabis, c'est pas simplement la fleur qu'on va aller consommer à cause des résines psychédéliques, mais c'est aussi le chanvre, c'est aussi les autres cannabinoïdes, c'est toutes les applications diverses, la décontamination des sols, etc. Donc, c'est vraiment, j'ai vu l'avenir dans cette plante. La décontamination des sols, je vais sauter là-dessus tout de Oui, suite. donc, le cannabis absorbe énormément de métaux qui peuvent être présents dans le sol ou autres. Donc, disons, si on a des sols qui ont été contaminés avec des déchets radioactifs ou autres, on peut planter du chanvre dedans et aider à la décontamination du sol Really? en Ah ouais. quelques années. Oui, il y a énormément d'applications pour le Wow. cannabis. Ce soir, on a déjà appris quelque chose. En tout cas, moi, j'ai déjà appris quelque chose. Merci. C'est que si je comprends bien, tu étais vraiment comme, justement, quelqu'un qui en a fait pousser depuis longtemps. T'as pas fait d'études du tout? T'as pas... Est-ce que tu t'intéressais quand même à l'agriculture, à la biologie, ou je sais pas trop quoi, on the side, ou... Donc non, moi j'ai uniquement ben, j'ai mon deck et j'ai un DEP en électricité. Donc le cannabis c'est quand même une plante extrêmement différente de pas mal tout ce qu'il y a d'autre. Il y a souvent des comparaisons, disons, à des roses ou à des tomates, mais c'est vraiment pas la même chose. Donc, de ce point de vue-là, moi, quand j'ai regardé pour mes études, pour mon avenir, etc., malheureusement, il y a beaucoup de programmes en agriculture qui offraient uniquement des salaires de, disons, 20 de l'heure après 5 ans d'expérience, etc. Donc, moi, j'ai préféré aller faire un DEP en électricité pour comprendre mieux, disons, les lampes LED, les lampes de culture, l'automatisation, comment monter une plantation, etc., le contrôle de la climatisation, le contrôle des humidificateurs, déshumidificateurs. Donc, c'est pour ça que je suis allé vers un DEP en électricité à la place d'aller prendre un programme en Ah ouais. agriculture à l'époque. OK. De nos jours, par contre, avec la légalisation, il y a des excellents programmes qui sont en train de voir le jour. Je suis d'ailleurs aussi professeur à l'ISC, qui est l'Institut supérieur de cannabiculture. Ça, c'est une école en Europe, donc j'ai fait des cours à distance. Bon, bien sûr, je vais être un petit peu biaisé parce que je suis professeur à cette école, mais disons McGill, Gérard Godin, le Collège Niagara, AAAP, il y a beaucoup de nouveaux programmes qui sortent qui sont extrêmement intéressants et qui vont venir qualifier les gens pour l'industrie du cannabis. Qui sont des programmes spécifiques, parce que j'ai commencé à découvrir ça moi aussi dernièrement, ces programmes-là, qui sont des programmes spécifiques au cannabis. C'est pas de la botanique générale ou c'est pas de l'agriculture générale, c'est vraiment devenir un cultivateur de cannabis parce que justement, comme tu l'expliquais, la plante est très différente de bien d'autres sortes de plantes. Exactement. Et c'est pas seulement la cultivation du cannabis, c'est les réglementations qui l'entourent. Donc, on est extrêmement réglementé. Il y a beaucoup de choses qu'on doit respecter, beaucoup de choses qu'on doit faire. Donc, c'est pas aussi simple que simplement faire pousser une plante et la récolter. Il faut le faire dans le cadre pharmaceutique, il faut le faire dans le cadre de Santé Canada. Yes. Euh,
Fait qu'on serait rendu, t'as fait pousser, on est rendu là. Excuse-moi, ça m'a vraiment comme sauté dessus le truc d'électricien. J'allais te poser des questions par rapport aux lampes, mais t'as répondu justement que t'étais rentré là-dedans pour comprendre un peu mieux. Fait que je suppose que toi, dès le départ, tu t'es intéressé à ton rendement par wattage, puis à maximiser la production. Est-ce que tu peux nous parler, je pense que justement, on va faire la transition vers qu'est-ce que tu fais chez Origine Nature tranquillement, puis ta philosophie de Master Grower. Un truc que je remarque dans ma commune, moi je commence à faire pousser, c'est ma deuxième qui est dans ma pièce de culture présentement, ma deuxième grow. Il y a 1000 façons à peu près, on dirait, de faire pousser du pot quand tu regardes les forums ou les gens qui en parlent, ou quand tu partages avec des gens dépendant de ton substrat, dépendant de tes génétiques. Est-ce que tu peux nous expliquer, toi, ta mentalité de Master Grower en général pour commencer? Puis après ça, j'ai des tonnes de questions qu'on va pouvoir rentrer tranquillement aussi plus tard dans l'entrevue avec démystifier des mythes et des choses comme ça, là, mais juste en Oui. général. Parfait. Ben, premièrement, pour les mesures de production, moi, je pense que la seule vraie mesure, c'est grammes par pied carré. Ben, pour le Québec. Dans d'autres pays, c'est différent parce qu'au Québec, l'électricité, ça coûte rien, l'eau, ça coûte rien. Donc, ce qui est intéressant, c'est le gramme par pied carré. Si je dois mettre 1000 watts par pied carré pour avoir des meilleurs résultats, je vais mettre 1000 watts par pied carré dans le sens que le coût du cannabis va largement valoir plus que ça va me coûter en électricité. Après, si on va aux États-Unis, ça devient une autre game. En Europe aussi. Mais grammes par pied carré, normalement, c'est vraiment le standard le plus intéressant. Ensuite, la vision en tant que master grower, moi, c'est justement, je pense qu'il y a quand même une certaine vision du public. Le master grower, c'est un peu le rockstar, mais c'est pas ça. Le master grower, c'est vraiment plus celui qui va venir gérer l'équipe, mais c'est un travail d'équipe. Je peux seulement être aussi bon que mon équipe l'est. Justement, Origine Nature, tout le monde est extrêmement impliqué, que ce soit le CEO, le VP de la production, le Alternate Master Grower, même le Head of Sanitation, tout le monde est extrêmement intéressé, tout le monde a énormément de connaissances, tout le monde a un niveau que ce soit égal au mien ou même des fois meilleur que le mien. Donc, c'est vraiment l'effet d'équipe qui fait qu'on arrive à cultiver de la manière dont on le fait, bien sûr. Et c'est vraiment chaque étape est cruciale. Il n'y a rien qui n'est pas important. On ne peut pas dire que l'étape des clones est moins importante, l'étape de stade végétatif est moins importante, la floraison, non, tout, absolument tout et tous les paramètres le sont, que ce soit le pH, la température, le VPD, ce qu'on leur donne, le substrat, tout est important. On ne peut rien laisser au hasard. Et tout va être à refaire chaque fois qu'on a une nouvelle génétique. Donc, certaines génétiques vont préférer, disons, être dans du coco ou dans de la terre ou dans de la laine de roche, ou ça peut être dans de l'hydroponique directement dans de l'eau profonde. Donc, après la taille des pots aussi, combien de plantes est-ce que tu veux mettre selon la taille de ta plantation? Quel va être le climat. Donc, tout va être vraiment spécifique à la génétique et même au phénotype. Donc, même si on a la même génétique, si on n'a pas le même phénotype, on peut possiblement traiter d'une manière qui peut être vue comme très différente et avoir des résultats excellents dans chaque cas. OK. OK. À quelque part, est-ce qu'il y a les contraintes aussi ou les plutôt réglementations gouvernementales vous obligent à avoir des standards de qualité hyper hauts que je comparais presque à une industrie pharmaceutique de médicaments plus qu'à je fais pousser des patates puis je vous vends des patates? Oui, Il y a ça oui, aussi qui joue. exactement. Puis, mais c'est ça, toutes ces réglementations-là, donc, bon, il y a beaucoup de gens qui sont pas nécessairement contents avec, qui pensent que le cannabis devrait juste être poussé un peu librement, mais il faut comprendre que, comme dit, ce qu'on produit va soit être ingéré ou inhalé par des gens. Donc, tous les standards, on a des standards microbiens, des standards de métaux, des standards de pesticides, des standards de sanitation, et c'est vraiment important de les respecter, puis de supporter aussi le Canada dans cette légalisation-là. Si on regarde le monde présentement, tout le monde est en train de nous copier parce que notre légalisation fait tellement de sens, puis est tellement bien construite. Mais c'est une légalisation basée sur ce qu'on appelle seed to sell traceability. Donc, on doit être capable de dire à tout moment, même si je te vends un produit, puis 2 ans plus tard, on me revient, je dois être capable de dire qu'est-ce qui s'est passé à ce produit-là du moment que ce soit une graine ou un clone jusqu'à ce qu'on l'ait récolté. Qu'est-ce que je lui ai donné? Si je lui ai donné des nutriments, les nutriments vont avoir un numéro de l'eau, je vais devoir enregistrer le numéro de l'eau. Donc là, je peux même aller retracer la compagnie de nutriments. C'est de quel litre que vient cette bouteille-là, à quelle plante j'ai donné. À absolument tout moment, il faut savoir tout ce qui s'est passé parce que c'est un produit qui a des effets médicaux.
quand on fait affaire à une légalisation, disons un peu plus comme ce qui s'est passé en Californie ou disons sur d'autres endroits, euh, ils vont nous dire, disons, ah, ce paquet contient 500 milligrammes dans les bonbons. Ce 500 milligrammes-là n'a pas été testé. Moi, quand je fais une batch, disons, si on prend un cannabis qui est à 25%, dans un gramme, il y a 1000 milligrammes, 25% veut dire qu'il y a 250 milligrammes. Là, après, tu fais ton extraction, tu prends disons, 10 grammes, puis ça te fait 2500 milligrammes. Là, tu le mets dans des brownies, tu mélanges ça, tu le sépares en 5, tu dis chaque brownie est 500 milligrammes. C'est absolument pas vrai, c'est pas contrôlé, tu n'as aucune idée de ce que tu prends en vérité. Sur ton extraction, tu n'as probablement pas fait une extraction de 100%, tu en as peut-être eu 70, peut-être tu en as eu 80. Ensuite, dans ton mélange en brownie, est-ce que tu l'as mélangé correctement? Peut-être qu'il y a un morceau qui est à 100, peut-être qu'il y a un morceau qui est à 300. Donc, c'est comprendre ce qu'on consomme pour faire des vraies études scientifiques, pour développer des vrais médicaments pour l'avenir. Si on a constamment des faux tests, des gens qui disent ah, ce cannabis-là, il y a 24% ou il y a 30%, puis il contient 15% de CBD, on peut jamais faire d'études. C'est pas répertorié, c'est pas tracé. On peut pas l'amener vers être un vrai médicament puis aider vraiment la population. Donc, c'est pour ça que toute cette réglementation-là est extrêmement stricte, tout est extrêmement testé, puis qu'il faut la respecter parce qu'on veut amener le cannabis vers un vrai avenir et pas simplement comme un simple loisir récréationnel. Ok, intéressant, intéressant. Pendant qu'on parle de la réglementation aussi un petit peu, on s'entend on est avantagé. J'ai beaucoup de viewers de l'Europe aussi, tu sais, puis je trouve ça particulier. Tu nous disais que tu enseignes aussi en Europe. C'est dans quel pays que tu enseignes en Europe? Ben, c'est majoritairement en France, Ok. mais il y a quand même beaucoup de gens de la Belgique, de la Suisse, etc. Puis c'est ça, l'école à laquelle je suis avec, donc l'ISC, essaye justement d'ouvrir des nouvelles filières, que ce soit le chanvre ou militer pour le cannabis médical, peu importe le pays, et aller vers ça. Comme dit, pour nous, c'est l'avenir. Il y a plein de pays en Europe, que ce soit l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Hollande, etc., qui ont déjà bougé pour faire une légalisation médicale éventuelle et qu'il y a déjà des tests en cours. La France est un peu en retard, mais c'est l'avenir. Tout le monde le fait. Il y a énormément d'argent, que ce soit en taxes, que ce soit en produits médicaux, etc. J'allais te demander justement, qu'est-ce que tu penses qui va être la voie pour que la France légalise ça? Je pense un peu à mes viewers euros, puis c'est un peu le débat qu'il y a beaucoup chez eux, là, mais comment tu penses que ça risque de se dérouler? On a vu comment ça s'est passé au Québec, souvent par justement le médicinal, mais aussi la justice qui a obligé le gouvernement à fournir du pot justement en médicaments aux patients qui en avaient besoin. Oh, je pense que je suis en train de te perdre en vidéo. Ah, On passe dans un tunnel. Ce moment d'attente est bien involontaire de notre part. T'es encore tu me là? vois-tu? Je t'entends très Oui. bien. Ouais, ça lag un petit peu au niveau du visuel, mais je t'entends très bien. Fait que ça va. OK. No stress. Excuse-moi, je suis peut-être ma connexion, mais Non, ça arrive. ouais, pour Oui. l'Europe, la France, ben c'est juste, ça fait aucun sens. Les frontières sont ouvertes. Tu peux prendre ta voiture. Moi, j'habitais en Alsace, là. J'étais à 30 km de la frontière Allemagne. On pouvait, tu sais, le soir, on allait au McDo en Allemagne puisqu'il y avait des différents choix de burgers. Donc, quand tu as des frontières ouvertes comme ça, puis absolument tous les pays frontaliers avec toi légalisent le cannabis, comment tu veux ne pas le légaliser toi-même? Les gens vont juste faire des allers-retours, puis tu vois l'argent des Français aller dans d'autres pays. Ça fait absolument aucun sens. Puis les bienfaits médicaux sont prouvés comme. Puis il y a de plus en plus de recherches. Personne ne peut nier que le cannabis a des bienfaits médicaux. C'est aussi simple que de le googler, puis il y a plein de recherches approuvées par des grands scientifiques. Donc, à part un syndrome de l'autruche, je vois pas comment la légalisation pourrait pas arriver en France. Moi, je pense qu'elle va peut-être être un petit peu plus lente, mais on voit déjà des avancées vers ça. D'accord, merci. Puis, on est conscient qu'ici, on est chanceux, mais c'est pas encore parfait. Je sais que c'est un sujet un petit peu touchy quand même, mais est-ce que tu peux te prononcer sur des trucs que tu penses qui devraient changer, particulièrement au Québec, puis peut-être au Canada aussi? Je sais que moi, on est parfaitement d'accord avec ce que tu as dit plus tôt, que les produits doivent être encadrés, puis que c'est normal justement qu'on ait des produits testés et tout ça. Mais par exemple, est-ce que la limite de pourcentage à 30% au Québec, est-ce que c'est pas un peu la même chose comme ce qu'on discutait avec la France? T'sais, toutes les autres provinces peuvent avoir des shatters, des rosines, des vape pens. Nous, on n'est pas en train de passer un peu à côté d'un marché ici au Québec avec ça?
Bon, déjà à noter, c'est uniquement mon opinion. Oui. Donc, de ce niveau-là, je pense que le 30%, oui, spécialement pour des concentrés comme le hashish, j'espère que ça devrait changer. Tu sais, dans l'optique, je peux aller à la SAQ puis acheter le magasin en entier. Je peux aller au couche-tard puis acheter tout son rayon de cigarettes. Il y a personne qui va m'arrêter. Je peux aller au Jean Coutu puis acheter le rayon en entier de Tylenol ou Advil puis personne va m'arrêter. Fait que limiter le cannabis, comme dit, moi, je vois juste ça qu'il faut prendre le temps de bien le faire. Donc, tu sais, si on regarde en Californie, aux États-Unis, ils ont juste dit légalisez tout, faites ce que vous voulez, puis peu importe, on verra après. Nous, on y va étape par étape. On est peut-être un petit peu plus prudent. C'est pas nécessairement mauvais. Mais oui, je pense qu'il va y avoir une ouverture dans le sens que il y a aucune mortalité du cannabis. C'est impossible de. Bon, après, encore une fois, c'est juste mon opinion, c'est pas nécessairement un fait scientifique, mais de ce que je sais, c'est impossible de mourir d'ingérer du cannabis ou de fumer du cannabis, tu vas juste dormir, puis voilà. Donc, de ce point de vue-là, pourquoi limiter les milligrammes? Après, ce que j'aimerais aussi voir, c'est peut-être plus. Présentement, on est pas mal limité donc au THC puis au CBD. On peut pas vraiment parler de CBG, CBN, THCV, etc. Donc, il y a d'autres cannabinoïdes qui sont reconnus en Europe, aux États-Unis, spécialement le CBG, qui ont des bienfaits prouvés. Que j'aimerais ça que justement on puisse le voir sur plus de génétique, puis qu'on aille chercher un peu plus ses effets médicaux, puis qu'on ait une meilleure conscience de quel cannabinoïde fait quel effet pour justement mieux choisir ce qu'on veut consommer, que ce soit simplement récréationnel ou pour la santé en allant chercher justement ce petit bienfait des autres cannabinoïdes. D'accord, d'accord. Est-ce que, je sais même pas, on en parle, puis j'essaie de formuler des questions sans être trop touchy, mais par exemple, mettre les terpènes sur des emballages, est-ce que c'est quelque chose que tu penses qui devrait être fait plus aussi grandement par, disons, le pourcentage de Mais terpènes? c'est Mais c'est en cours. Là, on a le droit légalement, donc là, ça commence. Ok. C'est juste que, comme dit, il faut comprendre, c'est une industrie. Changer des étiquettes, si tu regardes un gros marché super établi, une compagnie, si elle veut changer son étiquette, ça peut être des délais de 6 mois des fois. Ok. Donc, on y arrive. Il faut comprendre justement c'est un nouveau marché et que ça commence à être des vraies entreprises légales comme n'importe quel, tu sais, comme Advil ou qui produisent Advil ou Tylenol ou etc. Donc, c'est les contraintes des entreprises que ça prend du temps, faut faire approuver les choses, faut les revoir, etc. Mais on s'en vient et avec ça, je suis pas mal sûr que tout le cannabis va avoir le contenant de terpènes en pourcentage d'ici au moins 6 mois. Nice, nice. Moi, c'est un de mes espèces de cheval de bataille que je trouve un peu dommage, où l'industrie du cannabis est beaucoup orientée juste sur le pourcentage de THC. Les gens, on le sait, achètent des produits souvent qui ont plus de 20% et plus. Même l'expérience client, souvent à la SQDC, c'est bon, ben, tel cannabis est à tel pourcent de THC. Ah ouais, t'en as un autre moins cher au même pourcentage de THC. J'ai l'impression parfois que même les employés de la SQDC ne parlent pas de terpènes ou ne se permettent pas de parler de terpènes puis de d'autres cannabinoïdes, justement. Bref, je m'écarte. Excuse-moi, je suis en train de m'écarter sur d'autres choses, là. Est-ce que t'as d'autres, pas, d'autres changements que tu souhaites voir dans l'industrie, que ce soit par rapport à la façon de consommer des gens, la façon un peu d'être distribué, soit ici au Québec ou au Canada, ou même la façon que c'est produit le cannabis? As-tu des souhaits dans l'avenir ou des trucs que tu aimerais voir bouger? Ben moi, c'est encore le stigma. Il y a quand même encore beaucoup de stigma qui encadrent le cannabis, dans le sens que, disons, moi, je connais beaucoup, beaucoup de gens qui, leur compagne, compagnon de vie, disons, si ils demandent, ah, moi, j'aimerais ça aller dans l'industrie de cannabis, quelque chose qui m'intéresse vraiment, que la réponse, puis j'ai entendu souvent cette réponse-là, c'est si tu vas dans cette industrie, je ne pourrais pas être fier de ce que tu fais. Euh, donc, énormément de stigma. Il y a encore il y a certains employés, si ça passe, si tu as vraiment un bon réseau de support autour de toi qui comprend le cannabis, ça peut être dur de rentrer dedans juste à cause, comme dit, de ce que la famille pourrait dire. La vision du produit en tant que tel aussi, comme tu dis, les gens magasinent juste pour le THC, les terpènes sont extrêmement intéressants. Il y a aussi beaucoup de valeurs, je dirais, médicales qui risquent de sortir sur les terpènes bientôt, puis l'effet d'entourage. Moi, personnellement, disons, je préfère, bon, après, j'aime fumer aussi, mais je préfère fumer 2 joints d'un cannabis
qui va avoir un bon goût, une bonne odeur, puis qui va être un peu, comment dire, un délice de fin de soirée, plutôt que fumer un joint d'un cannabis qui est un goût moyen, mais qui va me faire un gros effet psychédélique. Je suis d'accord, je suis d'accord. Personnellement, est-ce que tu as des saveurs préférées, mettons ton strain favori quand tu consommes? Euh, c'est c'est dur à dire parce que j'ai beaucoup de strains que j'ai eu des one-off dans le sens qu'il y a eu une vraiment bonne batch, puis celle-là, c'était ce phéno-là, cette batch-là était vraiment incroyable. Donc j'aime toujours découvrir, je me limite pas vraiment à, j'ai pas une strain préférée en tant que telle. Ok. Puis vraiment les goûts, moi je le vois un peu comme un agencement, dépendant de la journée, dépendant de ce que je La mange, je vais avoir. situation. C'est ça. Comme le matin, je vais préférer un hashish, disons. Le soir, dépend ce que je vais manger, plus sucré ou plus gazeux. Donc, Ah ça ouais. va avec, ça se complimente. Nice, nice. Je vais te poser une question en deux temps là-dessus. Est-ce que tu serais plus indica ou sativa? Puis qu'est-ce que tu penses de cet éternel débat-là, justement, qui est en train un peu de partir en mode, justement, on va se fier plus aux terpènes pour les effets, l'effet d'entourage et tout ça, que juste dire le sativa nous craint, puis l'indica nous endort, puis nous stone. Fait que voilà. Ben, Indica Sativa, comme dit, encore une fois, ce n'est que mon opinion et ma connaissance générale. C'est relativement une grosse blague dans le sens que il y a absolument aucun pur Indica et pur Sativa qui ont pu être tracés d'un point de vue génomique. Donc, quand on nous dit 30% Indica, 70% Sativa, c'est quelqu'un qui l'a fumé quelque part qui a décidé ça. C'est pas un fait scientifique réel établi. Aussi, vu comment le cannabis s'est propagé à l'époque du marché noir, presque toutes les génétiques sont des croisements, sont des hybrides. Donc, on a des sativas qui ont des gros effets d'indica, on a des plantes qui poussent comme des indicas, mais qui vont avoir l'effet sativa. C'est vraiment l'effet d'entourage et les différents cannabinoïdes. À la base, oui, il y a 40-50 ans, quand les plantes étaient moins croisées, puis qu'on avait des sativas et des indicas plus purs, on pouvait plus attribuer ces effets-là à ces génétiques-là, mais de nos jours, il faut vraiment essayer un cannabis pour le savoir. On ne peut pas vraiment juste se baser sur sativa et indica, quant à moi. Est-ce qu'il y a encore du cannabis Landrace ou est-ce que c'est encore possible d'avoir des Landrace puis des cannabis justement purs, disons, comme tu m'expliques, de nos jours à quelque part ou des sites de ça ou c'est tout Ben, il y a perdu? des gens qui vont dire que oui, mais c'est moi depuis la légalisation, si c'est pas prouvé scientifiquement, ben c'est juste quelqu'un qui le dit. Donc quand on a un site internet qui dit 100% pur sativa, OK, c'est quoi le traçage génomique que tu as fait pour pouvoir dire que c'est vraiment un 100% sativa? Donc selon moi, il y a des 95% comme des génétiques qui sont encore très proches de ce que c'était avant. Il y a des landrace disponibles, il y a plusieurs seed hunting qui se passe avec des gens qui vont j'irais dans des pays où il y a encore du cannabis un peu plus sauvage, mais personne ne peut confirmer d'un point de vue scientifique que ça, c'est 100% sativa, tu sais. Ok, ok, ok. Je pense qu'on va commencer tranquillement. On est en train, de toute façon, de commencer à rentrer dans les questions que j'ai recueillies du public. Il va y en avoir qui va venir du chat Twitch. Je vous lis d'un coin de l'œil distrait, mais je vous lis en même temps. Il y a des questions que j'ose pas non plus poser parce que je sais qu'il pourra pas répondre. Il y a probablement aussi des secrets de processus que tu pourras pas nous parler. Mais si je commence avec une question vraiment précise de certains viewers qui aimeraient savoir comment tu procèdes ou comment est-ce que tu décrirais le processus. J'allais te demander, non, je vais commencer par ça. Comment tu procèdes pour faire une chasse de finaux? Est-ce que tu peux décrire cette espèce de processus-là? Est-ce que ça prend 50 graines, 300 graines, 1000 graines? Qu'est-ce qui se passe? Ben, ça dépend du point de vue puis de l'espace alloué en tant que tel. Si, disons, tu es un breeder, généralement, je pense que c'est plus aux alentours des 5000 graines que tu vas aller chercher pour faire ton pheno hunt. Après, si tu es un cultivateur commercial, chaque pied carré est potentiellement un pied carré qui peut être du revenu. Donc, tu vas acheter des graines d'un breeder réputé, puis généralement, ça va être entre 25 et 50, dépendant de l'espace. Tu les fais toutes pousser, tu les sexes, donc généralement, ils vont quand même donner des bons signes de leur sexe à un certain point dans leur stade végétatif. Tu vas toutes les envoyer en floraison dans des conditions similaires pour ensuite voir les résultats. Mais
C'est que c'est pas aussi simple que ça. Quand tu runs une génétique pour la première fois, tu connais pas nécessairement ses besoins nutritionnels, tu connais pas nécessairement ses besoins de substrat, tu connais pas nécessairement ses besoins de climat. Donc, on peut pas non plus s'arrêter à une run. Connaître une génétique puis vraiment la fino-hunter, ça peut aller jusque dans les 70 runs pour vraiment Ok, wow. tweaker parce que si ta salle est trop humide ou trop chaude ou tu as trop de nitrate ou tu as trop de phosphore, ben tu n'as pas une bonne idée de ce que tu viens de faire. Tout ce que tu viens de voir, c'est que tu as causé un problème, mais tu n'as pas le plein potentiel. Si tu la traites correctement, peut-être que finalement, c'est une gagnante qui peut produire des 100 grammes par pied carré ou autre. Donc, c'est vraiment, malheureusement, prendre le temps de le faire, prendre le temps de faire beaucoup de runs, avoir des salles dédiées à ça, apprendre à connaître la génétique, ensuite apprendre à reconnaître les différentes expressions de la génétique, que ce soit disons, de la résistance aux attaques bactériologiques, donc la moisissure ou autre, que ce soit des grosses récoltes, que ce soit de la grosse production de cannabinoïdes, de la grosse production de terpènes. Il peut y avoir beaucoup d'expressions dans chaque génétique, puis il faut aller chercher celle que tu veux. Si tu es un cultivateur, disons un micro-LP, peut-être que tu vas plus aller chercher une expression haute en terpènes, puisque tu vas aller chercher un produit plus raffiné, puis c'est pas nécessairement le taux de THC qui compte. Si tu es une grosse compagnie multinationale, puis tu veux être le Coors Light du cannabis, ben tu veux juste les grosses récoltes puis la résistance aux moisissures et autres. Donc, c'est vraiment axé sur le plan d'affaires, l'espace que tu as puis le temps que tu as à mettre dedans.